Mon service touchait à sa fin et je ne pensais qu'à rentrer chez moi. Je venais de libérer mon dernier patient quand cet homme est entré dans le cabinet, se grattant l'oreille d'une manière si brutale que ça me donnait des frissons rien qu'à le regarder. On aurait dit qu'il voulait l'arracher. Ses ongles raclaient la peau, encore et encore, laissant des marques rouges derrière le pavillon. Il respirait fort par le nez, les mâchoires serrées, les yeux fermés comme s'il essayait de supporter une douleur invisible. « Arrêtez », je dis d'une voix plus sèche que prévu. Il sursaute. Me regarde. Ses doigts tremblent, suspendus dans l'air. « Pardon, docteur, ça me démange tellement que je deviens fou. » Je m'approche, fatigué mais intrigué. « Depuis quand ?»« 2 jours. Peut-être 3. Je pensais que c'était une piqûre de moustique. » Je fais signe de s'asseoir. Il obéit, la nuque raide, la respiration toujours trop rapide. J'allume la lampe frontale. Dirige le faisceau derrière son oreille. Et là, je vois le gonflement. Petit, rosé, presque banal. Mais quelque chose cloche. La peau bouge. Pas comme une inflammation. Pas comme un abcès qui pulse. Non. Quelque chose se rétracte sous mes doigts. Je sens une résistance. Quelque chose de vivant qui recule. Mon estomac se noue. Je retire ma main lentement, très lentement, et j'essaie de garder mon visage neutre. Ne touchez plus à ça, je murmure. Parce que ce que je viens de sentir ne devrait pas être là. Et si ce n'était pas juste un gonflement? Et si quelque chose était en train de s'enfoncer plus profondément à chaque seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Demande-t-il, et sa voix tremble. Je ne réponds pas tout de suite. J'enfile mes gants, lentement, en essayant de rassembler mes pensées. Mon cerveau passe en revue toutes les possibilités. Kyste infecté, abcès profond, corps étranger. Mais rien n'explique ce mouvement. Racontez-moi, je dis en me penchant à nouveau. Vous étiez où ces derniers jours? Il fronce les sourcils. Nulle part de spécial. J'ai fait une randonnée dimanche dernier. En forêt, près de la rivière. Avec ma fille. Ma fille. Il dit ça avec une douceur soudaine, presque un sourire. Elle a 6 ans. Elle adore ramasser des cailloux au bord de l'eau. Je hoche la tête, mais mon attention reste fixée sur ce gonflement. J'applique une légère pression avec mon index ganté. Et là, je le sens encore. Ce recul. Cette résistance organique. Quelque chose qui essaie de s'échapper de mon doigt. Mon cœur bat plus fort. Vous avez senti une piqûre? Une morsure? Il hésite. Peut-être. Je sais pas. Il y avait des insectes, c'est sûr. Mais j'ai pas fait attention. Je saisis une pince fine, écarte doucement les cheveux derrière son oreille. La peau est légèrement enflée, chaude au toucher. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. C'est le petit point noir au centre. Minuscule. Presque invisible. Je penche la lampe frontale, plisse les yeux. Et soudain, je comprends. Ce n'est pas un point noir. C'est une patte. Une patte repliée, enfoncée sous la peau, presque entièrement immergée dans les tissus. Mon sang se glace. Ne bougez surtout pas, je murmure, et cette fois ma voix est dure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me redresse, respire profondément, et j'essaie de garder mon calme. Vous avez une tique. Il écarquille les yeux. Une tique? Mais, c'est pas grave, non? On l'enlève et... Elle est profondément implantée, je coupe. Et elle est gorgée. Je vois son visage pâlir. Gorgée. Ça veut dire qu'elle se nourrit depuis des jours. Ça veut dire qu'elle a pompé son sang, qu'elle a grandi, qu'elle s'est enfoncée encore plus loin dans les tissus. Et ça veut dire autre chose aussi. Quelque chose que je ne lui dis pas encore. Je me tourne vers l'armoire, sors une loupe éclairante, reviens vers lui. J'examine à nouveau, cette fois avec une précision chirurgicale. L'abdomen de la tique est distendu. Énorme. Presque translucide sous la peau. Et je vois des formes sombres à l'intérieur. Des œufs. Elle est gravide. Mon estomac se retourne. Si je la retire mal, si je la presse, si je la fais éclater, tous ces œufs vont se répandre sous sa peau. Et avec eux, des bactéries. Des agents pathogènes. Peut-être la borréliose. Peut-être pire.
Docteur. Sa voix est faible maintenant. C'est grave. Je le regarde dans les yeux. On va s'en occuper. Mais il faut être très, très prudent. Il déglutit. Je pose ma main sur son épaule, juste une seconde, pour le rassurer. Mais mes doigts tremblent. Parce que je sais ce qui va suivre. Ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas rapide. Et si je me trompe d'un millimètre? Et toi, tu aurais pu supporter de sentir quelque chose bouger sous ta peau pendant des jours? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. D'ailleurs, d'où est-ce que tu regardes cette histoire? Écris-moi ta ville, ton pays. Je veux savoir jusqu'où ces cas incroyables voyagent. J'appelle l'infirmière. Elle entre, voit mon visage, et comprend immédiatement que ce n'est pas une consultation ordinaire. Prépare-moi un kit de retrait de tiques. Le complet. Et apporte de la lidocaïne. Elle part sans poser de questions. L'homme me fixe. Vous allez l'enlever maintenant. Oui. Mais écoutez-moi bien. Je m'accroupis pour être à sa hauteur. Si je tire trop vite, la tête reste coincée. Si je presse trop fort, elle régurgite tout ce qu'elle a dans le corps directement dans votre sang. Ses yeux s'écarquillent. Et dans son cas, je marque une pause. Elle est pleine. Vraiment pleine. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. L'infirmière revient avec le plateau. Je saisis la seringue de lidocaïne, tapote doucement la peau autour du gonflement. Ça va piquer, je préviens. L'aiguille pénètre. Il grimace. Je pousse lentement l'anesthésique sous la peau, en formant un anneau autour de la tique. Mais quand je retire l'aiguille, quelque chose bouge. Pas sous mes doigts. À l'intérieur. La tique réagit à l'injection. Elle se contracte. Se rétracte encore plus profondément. Merde, je souffle entre mes dents. Quoi? Sa voix monte d'un cran. Quoi? Elle s'enfonce. Je vois la peau se déformer légèrement, comme si quelque chose tirait de l'intérieur. Un petit cratère se forme autour du point d'entrée. L'infirmière me tend la pince à tique. Un instrument fin, courbé, avec des extrémités plates conçues pour saisir sans écraser. Je respire lentement. Positionne la pince juste sous la surface de la peau. Et là, je sens la résistance. Pas celle de la peau. Celle du parasite. Il est accroché. Profondément. Ses pièces buccales sont enfoncées dans le derme comme des hameçons microscopiques. Je tire doucement. Très doucement. Rien ne bouge. Je resserre ma prise. Tire à nouveau. Et soudain, la peau se soulève. Toute la zone autour de la tique se déforme, se tend, comme si elle était attachée à quelque chose de bien plus gros qu'une simple tique. L'homme gémit. Ça tire. Je sens que ça tire à l'intérieur. Mon cœur bat dans mes tempes. Je relâche légèrement la pression, repositionne la pince encore plus près du corps de la tique, au ras de la peau. Et cette fois, quand je tire, elle commence à sortir. Millimètre par millimètre. D'abord, je vois les pattes. 8 pattes fines, noires, qui se déplient comme des fils métalliques. Puis le corps. Gonflé. Luisant. D'un gris verdâtre répugnant. Il est 3 fois plus gros que ce que j'avais imaginé. L'infirmière détourne le regard. L'homme respire par saccades. Mon Dieu, c'était en moi. Je continue à tirer, lentement, avec une précision chirurgicale. Et là, je vois l'abdomen. Distendu. Presque translucide. Et à travers la membrane fine, je vois des formes noires. Des centaines de formes minuscules qui bougent. Des œufs. Vivants. Mon estomac se retourne, mais je ne lâche pas. Pas maintenant. La tête commence à émerger. Les pièces buccales sont encore enfoncées, accrochées au tissu comme des crochets de métal. Je tire encore. Un peu plus. Un peu plus. Et soudain, un bruit. Un petit pop mouillé. La tique se détache d'un coup. Elle gigote dans la pince, ses pattes se replient et se déplient frénétiquement, son abdomen gorgé tremble sous la lumière. Je la dépose immédiatement dans un flacon stérile. Elle continue à bouger. Encore. Encore. Puis s'immobilise.
L'homme a les yeux fermés, le visage en sueur. L'infirmière me tend une compresse imbibée d'antiseptique. Mais je ne bouge pas. Parce que je viens de voir quelque chose. Sur la plaie. Un fil noir. Fin comme un cheveu. Qui dépasse de la peau. Je fronce les sourcils. Saisis une pince à épiler. Tire doucement sur le fil. Il glisse. Continue. Continue encore. 3 centimètres. 5 centimètres. 10 centimètres. Mon sang se glace. Ce n'est pas un fil. C'est une patte. Une deuxième patte de tic. Il y en avait une autre. Il y en a une autre. Ma voix résonne dans le silence. L'infirmière se fige. L'homme ouvre les yeux brusquement. Quoi? Je ne réponds pas. Je continue à tirer sur cette patte noire, fine, interminable. Elle sort. Centimètre par centimètre. Comme si je déroulais un fil depuis les profondeurs de ces tissus. 15 centimètres. 20. Et soudain, je sens une résistance. Quelque chose retient l'autre bout. Mon pouce accélère. Mes doigts se crispent sur la pince. Ne bougez pas, je murmure, et cette fois ma voix tremble. J'élargis légèrement la plaie avec mes doigts gantés. Le sang perle, rouge foncé, presque noir. Une odeur métallique emplit l'air. Et là, je la vois. Enfoncée encore plus profondément que la première. Cachée sous une fine membrane de tissu conjonctif, presque invisible à l'œil nu. Plus petite. Plus sombre. Immobile. Morte. Mais son abdomen est ouvert. Éclaté de l'intérieur. La membrane translucide est déchirée, et à travers la fissure, je vois quelque chose qui me glace le sang. Des dizaines de petits points blancs. Minuscules. Éparpillés dans les tissus comme des grains de sable infectés. Des larves. Et elles bougent. Lentement, imperceptiblement, mais elles bougent. Mon estomac se retourne. Je sens la bile monter dans ma gorge. Docteur. L'infirmière a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? On passe au bloc. Maintenant. Quoi? L'homme se redresse, paniqué, ses mains agrippent les accoudoirs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je le regarde droit dans les yeux. Il y a des larves. Et si on ne les retire pas toutes maintenant, elles vont migrer. Il devient blanc comme un linge. Ses lèvres tremblent. Migrer, où? Je ne réponds pas tout de suite. Parce que la vérité est trop brutale. Trop terrifiante. Vers les vaisseaux sanguins. Vers les ganglions lymphatiques. Vers les nerfs. Vers le cerveau si on a vraiment pas de chance. Il faut les retirer, je répète simplement. Toutes. Il hoche la tête, incapable de parler. 20 minutes plus tard, il est sous anesthésie locale, allongé sur la table du petit bloc des urgences. Les néons bourdonnent au-dessus de nous. L'air sent le désinfectant et quelque chose d'âcre que je préfère ne pas identifier. Je découpe la peau avec un scalpel fin. Millimètre par millimètre. Le sang afflue, rouge vif maintenant, oxygéné. L'infirmière éponge avec des compresses. Elle se teinte de rouge presque instantanément. J'éclaire avec la lampe chirurgicale, penche ma tête, plisse les yeux. Et je commence à chercher. Chaque larve est minuscule. Presque transparente. Elles se confondent avec les fibres musculaires, avec les filaments de tissu conjonctif. Mais elles bougent. Lentement. Imperceptiblement. Comme si elles cherchaient une voie d'échappement. Comme si elles savaient. J'en retire une avec une pince microchirurgicale. Elle se tortille entre les mâchoires métalliques, se contracte, puis s'immobilise. Je la dépose dans le plateau. Elle tombe avec un petit bruit sec. Puis une autre. Puis une autre. 10. 15. 23. Je continue. Inspecte chaque repli de tissu. Chaque fibre musculaire. Chaque millimètre carré de chair exposée. La sueur coule sur mon front. L'infirmière l'essuie sans que j'aie besoin de demander. Mes mains tremblent de fatigue. Mes yeux brûlent sous la lumière crue. Mais je ne peux pas m'arrêter. Pas avant d'être certaine. Pas avant d'avoir tout retiré. Parce que si j'en rate une seule,
Si une seule larve reste cachée, enfouie dans les tissus, elle va grandir, se nourrir, migrer. 30 minutes passent. Puis 40. Je découvre une larve logée près d'un vaisseau sanguin. Elle est à quelques millimètres à peine de la veine. 1 millimètre de plus, et elle aurait pu entrer dans le flux sanguin. Mon cœur s'emballe. Je la retire avec une délicatesse extrême, retenant ma respiration. Elle glisse hors du tissu, tombe dans le plateau. 37. Je vérifie encore. Et encore. Inspecte sous tous les angles. Écarte les tissus. Éclaire chaque recoin. Enfin, je recule. Respire profondément. C'est bon, je murmure. L'infirmière nettoie la plaie avec de la bétadine. Le liquide brun coule sur la peau, emportant les dernières traces de sang. Je suture lentement, point par point, en vérifiant une dernière fois qu'il ne reste rien. Rien ne bouge. Rien ne rampe. C'est fini. 3 jours plus tard, il revient pour le contrôle. La plaie cicatrise bien. Les bords sont propres, légèrement rosés. Pas d'infection. Pas de fièvre. Pas de rougeur suspecte. Les analyses de sang sont revenues ce matin. Pas de borréliose. Pas de bactéries pathogènes. Pas d'agents infectieux. Il a eu de la chance. Une chance incroyable. Merci, docteur, dit-il en serrant ma main. Ses doigts sont chauds, vivants. Si vous n'aviez pas vu, si vous n'aviez pas cherché. Il ne termine pas sa phrase. Parce qu'on sait tous les deux ce qui serait arrivé. On ne prononce pas les mots. Mais il flotte entre nous, lourd, réel. Quand il part, je reste seul dans mon bureau. La porte se referme doucement. Le silence retombe. Je regarde le flacon sur mon étagère. La tique morte, conservée dans le formol, son abdomen encore gonflé, ses pattes repliées dans une dernière convulsion. Et je pense à toutes ces choses invisibles. Celles qui rampent sous notre peau sans qu'on le sache. Celles qui s'enfoncent dans l'ombre de nos tissus, lentement, patiemment. Celles qui attendent le moment parfait. Parfois, le danger ne rugit pas. Il ne crie pas. Il ne frappe pas à la porte. Il se cache derrière un gonflement minime, derrière une démangeaison banale, derrière quelque chose qu'on ignore parce qu'on a autre chose à faire. Et il attend juste qu'on cesse de regarder. Si cette histoire t'a retourné l'estomac autant que moi ce jour-là, alors clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Parce que certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables et encore plus impossibles que celle-ci.